Le mondial de l'automobile à Paris a été l'occasion de constater la petite révolution qui se prépare dans l'industrie de la voiture, car les cylindrés suivent nos habitudes de vie et aujourd'hui le souci de l'environnement et la nécessité de trouver des énergies renouvelables conditionnent davantage le choix des consommateurs. Ainsi, les voitures non polluantes ou moins polluantes ont-elles fait leur apparition grâce aux biocarburants. Claude Guénoux. Depuis le mois de mai, les voitures sont accompagnées de cette étiquette, comme les réfrigérateurs. Mais là, elles mesurent les rejets de gaz carbonique responsables du réchauffement climatique. La mieux classée, c'est la Smart, avec 113 grammes de CO2 au kilomètre. En revanche, l'Alfa Romeo, avec 273 grammes, est largement dans le rouge. Ça fait partie des éléments que je regarde d'abord en premier lieu et ensuite après les puissances. Oui, je choisirais plutôt celui qui rejette le moins de CO2. Et pour moins polluer, pour réduire les émissions de gaz carbonique, les fabricants d'automobiles ont mis au point des voitures qui roulent avec un nouveau carburant, le 85, un mélange 15% essence, 85% éthanol. L'éthanol qui est à base de plantes telles que la canne à sucre, la betterave. Saab, Volvo, Ford ont été les premiers en Europe, avec des moteurs flex fuel qui peuvent rouler indifféremment à l'essence ou à l'éthanol. Renault et Peugeot vont suivre l'année prochaine. On a un grand savoir-faire puisque 85% des voitures que nous vendons au Brésil sont déjà flex fuel et la voiture qui est ici est une voiture brésilienne et montre bien qu'elle existe déjà. Pour les agriculteurs qui avaient du mal à écouler leur production, la lutte contre l'effet de serre est également une aubaine. Au mondial, ils ont leur stand pour faire connaître les biocarburants. Avec un hectare de céréales, on peut faire rouler par exemple l'équivalent de 3 voitures pendant un an. Selon les calculs de Ford, les 310 000 hectares de jachères en France peuvent produire assez d'éthanol pour faire rouler un peu plus de 1 million de voitures. Les agriculteurs, plutôt habitués du salon de l'agriculture, exposent désormais, vous l'avez vu, au mondial de l'automobile pour faire connaître les biocarburants, bioessence ou biodiesel. Car si le blé, le maïs, la betterave à sucre sont les plus connus, c'est aussi le colza, la canne à sucre, le tournesol, les graisses d'animal ou encore le bois qui nous permettront de rouler demain. Julien Beaumont. Cette Française roule à l'éthanol, un biocarburant rare en France et pourtant sa fabrication est maîtrisée. Elle se déroule en 3 étapes. D'abord, la matière première végétale. Voici un champ de pétrole vert. Nous sommes près de Soissons, en pleine période de récolte des betteraves. 13 ans que cet agriculteur s'est lancé dans la filière des biocarburants. 1/10 de sa production va à l'éthanol. Ces cultures, on peut régulièrement les mettre en place. Pour moi, il y a un avenir. Pour faire de l'éthanol, on peut aussi utiliser du maïs, du blé et même des copeaux de bois. Deuxième étape, la distillation. C'est ici dans l'Aube que sont produites les plus grandes quantités d'éthanol français. Le jus de betterave fermente dans ces cuves afin d'obtenir ce drôle de liquide. Alors là, c'est du sirop qui contient donc 65% de sucre et qui va être donc fermenté par les levures pour obtenir un vin à 11 degrés. De ce vin à 11 degrés, on va tirer en 35 heures de l'éthanol. Si on ajoute 15% de super, on obtient du carburant vert. Ce mélange permet de rejeter 70% de gaz carbonique en moins. Hier, trop cher à produire, mais aujourd'hui, la tendance s'inverse. En 6-7 ans, on sera complètement compétitif par rapport au prix du pétrole. Sous-entendu, s'il reste à 70 $, on sera compétitif. S'il passe à 100 $, il n'y a plus de débat. Dernier passage, la distribution. Elle est où la pompe? On va à la pompe, hein. Et c'est là tout le problème. Cette pompe de bioéthanol est pour l'instant la seule en France. Elle est testée à Reims. Objectif du gouvernement, en installer 500 d'ici fin 2007. Et pour aller plus à fond dans ce dossier, nous recevons Jean-Louis Bal, directeur des énergies renouvelables à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Alors, il y a donc 2 types de biocarburants, les bioessences et les biodiesels. À partir de quoi les produit-on ? Bien, les bioessences, donc l'éthanol, est fabriqué à partir de plantes qui produisent du sucre, comme la betterave ou la canne à sucre, ou de l'amidon, comme le blé. Les biogazoles, donc ce qu'on appelle le diester, est fabriqué à partir de plantes oléagineuses, comme le colza, le tournesol ou l'huile de palme. Alors aujourd'hui en France, la consommation de biocarburants est de 1,2%, ce qui est relativement faible sur la consommation totale. L'objectif affiché est de 7% à l'horizon 2010. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ? C'est tout à fait possible. C'est un objectif qui est assez ambitieux,
Mais aujourd'hui, donc, les usines de transformation des matières premières agricoles en biocarburants sont en cours de construction. Les surfaces disponibles pour la culture sont de l'ordre de 2,5 millions d'hectares. Donc c'est ce qui sera nécessaire pour faire ces biocarburants. Et c'est à comparer aux 18 millions d'hectares donc de terres cultivables en France. Donc c'est quelque chose de tout à fait possible. Et je suis assez optimiste donc sur l'atteinte de l'objectif des 7%. Alors, quels vont être les bénéfices, en fait, en termes environnementaux? De combien va-t-on réduire les émissions de gaz à effet de serre? Oui, il n'y a pas que les émissions de gaz à effet de serre qu'on va réduire, mais en ce qui concerne ces émissions-là, donc quand on utilise de l'éthanol dans l'essence, on réduit donc de 60% les émissions de gaz à effet de serre. C'est de 70% quand on substitue donc du gazole par du diester. Et au total, les 7% donc de biocarburants nous permettront de remplir à peu près 13% de l'objectif français du protocole de Kyoto. Alors aujourd'hui, les biocarburants coûtent extrêmement cher. Est-ce qu'il va y avoir des incitations fiscales pour les producteurs? Oui, le coût de ces biocarburants, on estime qu'il sera compétitif par rapport au baril de pétrole lorsque celui-ci sera de façon durable à $65 le baril en ce qui concerne le diester et d'environ $100 le baril en ce qui concerne l'éthanol. Donc on n'est pas encore aujourd'hui tout à fait compétitif. On pourra améliorer ces chiffres avec la mise en place des nouvelles usines. Et donc il y a, pour permettre le développement de ces biocarburants, des réductions donc de la taxe intérieure sur les produits pétroliers qui sont accordées aux producteurs de ces biocarburants. Également, est-ce qu'il y aura des incitations pour les consommateurs pour acheter de nouvelles voitures avec des moteurs flex-fuel qui sont probablement plus chers également? Oui, donc c'est une question qui n'est pas encore décidée aujourd'hui mais qui est à l'étude. Donc on pourrait très bien avoir une extension du crédit d'impôt qui existe aujourd'hui pour les voitures dites propres comme les véhicules électriques, qu'on pourrait très bien adapter également donc aux véhicules flexibles, donc qui sont ces véhicules qui peuvent rouler aussi bien avec de l'essence sans plomb qu'avec un mélange 85% d'éthanol. Alors, si l'on veut voir les choses à long terme, quel sera le pourcentage de biocarburants utilisables de façon maximale? Oui, si on voulait aujourd'hui couvrir la totalité de nos besoins en carburant routier à partir de biocarburants, on devrait y consacrer la totalité de nos terres cultivables, ce qui n'est pas envisageable. Par contre, ce que l'on pourra faire dans le futur, c'est produire des biocarburants à partir non plus seulement de la graine de la plante, mais aussi à partir de sa tige, à partir des arbres, à partir du bois, ce qu'on appelle donc la matière lignocellulosique. Et à ce moment-là, donc, on pourra couvrir sans atteindre donc nos productions alimentaires environ 20 à 25% de nos consommations de carburant. Et ça, c'est à voir à l'horizon donc de 2020-2030. Merci beaucoup Jean-Louis Bal. Je rappelle que vous êtes donc directeur des énergies renouvelables à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la météo.